Alors bonjour, bienvenue dans cette première vidéo qui se nomme Sortir de la guerre, établir un bilan, réparer, affronter, et qui étudie particulièrement la période 1919-1929. Donc tout d'abord, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, toutes les connaissances qui sont apportées, donc il y en a plus que ceux qui sont attendus dans le programme d'histoire et aux E3C. Bon visionnage. Alors, le titre que je vous ai présenté, Sortir de la guerre, établir un bilan, réparer et affronter, il faut repérer trois choses. Donc déjà que nous allons voir le bilan de la Première Guerre mondiale, donc tant dans les pertes humaines que dans les pertes territoriales, en passant bien évidemment par le traité de Versailles. Nous verrons aussi qu'il faut reconstruire les villes, donc également les corps, mais aussi l'économie, et qu'il faut parfois affronter tant la défaite pour certains, l'économie qui part un peu en vrille pour d'autres, etc. Donc dans un grand 1, nous verrons donc le bilan de la Première Guerre mondiale, donc des pertes humaines. Donc on constate ici, je ne sais pas si... Ouais, donc vous pouvez voir que le nombre de soldats tués de 10 millions, le nombre de soldats blessés de 20 millions de personnes, de soldats, le nombre de veuves de guerre est de 3 millions de personnes et d'orphelins 6 millions. Ici, vous pouvez voir que notamment ce sont deux pays qui ont perdu beaucoup de monde pendant la Première Guerre mondiale, donc l'Allemagne, ici, et la Russie. Donc en conclusion, on remarque que la Première Guerre mondiale a fait environ 40 millions de victimes, bien que les chiffres ne soient pas encore sûrs, parce qu'il y a des disparus qu'on n'a pas retrouvés, qui n'ont jamais été recensés, etc. On dénote également que dans ce bilan lourd, quand même, 25% sont des civils. Les deux camps qui se sont fait face ont été touchés presque de la même manière. Cependant, l'Allemagne et la Russie ont un nombre de morts et de disparus presque égal à 2 millions chacun, soit 10% du bilan des victimes. On avait vu que c'était 2 millions par camp, alors que le nombre de millions total était de 40 millions, ça fait donc 4 millions sur 40 millions, soit 10%. On remarque donc des pertes territoriales. Si on compare donc les deux cartes, on remarque déjà d'office que le grand empire d'Autriche-Hongrie, paf, disparaît, donc au profit de 4 nouveaux territoires, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, l'Hongrie, le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, soit la Yougoslavie qui est donc un peu plus tard. On voit également que la Roumanie s'enrichit considérablement. On remarque également que la Russie et l'Allemagne perdent du territoire au profit d'un nouveau territoire, justement, qui s'appelle la Pologne, qui n'existait plus depuis 1797. On remarque également que la France récupère l'Alsace-Moselle et non pas l'Alsace-Lorraine. On peut également remarquer qu'il y a encore des conflits, notamment donc le conflit soviético-polonais, gréco, donc turc. C'est tout à fait normal, car tout simplement, les conflits s'arrêtent pour l'Allemagne et pas pour les autres pays. Je mettrai donc le lien de cette carte de droite en lien dans la description, puisqu'elle est tout de même très intéressante. Je vous mettrai donc le lien. Voilà, donc ça c'est tout ce que je viens de dire. Voilà. Bien. Donc il y a tout de même des points positifs dans la guerre totale. Effectivement, vous m'avez bien entendu, vous avez bien lu. Alors qu'est-ce qu'une guerre totale? C'est une guerre qui mobilise toutes les forces humaines, économiques, financières d'un pays dans le but de vaincre. Alors quels sont les points positifs dans la guerre totale? Donc déjà dans la mobilisation des forces humaines, alors que les hommes sont mobilisés sur les fronts, les champs de bataille si vous préférez, ce sont les femmes qui les remplacent dans les usines. Et cette fois-ci, ce sont des salarières et non pas des main-d'œuvre qui servent tout simplement parce qu'ils sont moins chers qu'un homme, comme vous avez probablement dû le voir dans le 6e chapitre d'histoire en première. Dans la mobilisation économique, il y a deux choses très intéressantes à repérer. Déjà une efficacité productive très rapide et également une reconversion rapide dans la productivité, car pendant la guerre, les usines par exemple, donc Renault, etc., qui sont des usines de véhicules qui produisent des véhicules, ont réussi à produire des équipements de guerre. Alors dans une deuxième grande partie, il faut tout reconstruire. Donc d'une part les destructions matérielles, la guerre a causé de lourdes destructions matérielles à l'Europe qui perd 30% de son potentiel agricole, donc explosé soit par les nombreuses tranchées, soit par les obus qui ont créé plein de trous et détruit tous les champs.
notamment dans le nord de la France, et 40% de son potentiel industriel par des usines détruites. Plusieurs millions de personnes ont quitté les régions dévastées, comme dans le nord de la France. Voilà, c'est l'exode. Il faut également construire la mémoire de ce conflit difficile. Dès la fin du conflit, les commémorations se multiplient. Ce sont les anciens combattants qui jouent un rôle essentiel dans l'organisation du souvenir de guerre. Et encore en France aujourd'hui, on peut citer la tombe du soldat inconnu, qui devient un lieu de mémoire et d'expression à la fois du pacifisme mais aussi du patriotisme. Alors les Belges aussi ont une tombe d'un soldat inconnu. Le seul pays qui en a pas, c'est l'Allemagne, puisqu'ils ne digèrent pas cette défaite. Alors il y a également des séquelles physiques et morales, donc beaucoup sont marqués à vie par cette guerre. Donc on a déjà les gueules cassées, ce sont ceux qui ont le visage déformé par la guerre, les obus, etc. etc. On estime également que chaque famille a perdu au moins 2 membres de la sienne pendant la guerre. Alors ici on a l'exemple donc une caricature de la ville de Verdun détruite. On voit bien que c'est saccagé, les maisons, les immeubles, voilà, c'est totalement saccagé. On a ici donc un lieu de mémoire pour les troupes coloniales qui ont tout de même participé, que ce soit directement au front ou alors dans la mobilisation à l'arrière dans les usines avec les femmes. Il y a également des politiques déstabilisées. Donc l'exemple le plus connu, c'est la Russie qui, en 1917, donc voit la destitution donc, de la famille Romanov qui sera finalement exécutée pour être remplacée donc, par un gouvernement provisoire dans un premier temps, en attendant la révolution d'octobre, et ensuite le gouvernement de Lénine qui donnera place donc, en 1922 à l'URSS. On peut également citer la Yougoslavie ou le royaume que j'ai appelé précédemment royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, qui passe de l'influence de l'Empire austro-hongrois à une monarchie. En Allemagne, donc le Second Reich très récent de 1871 laisse place à la République de Weimar, à la suite donc d'une longue révolution dans les rues de Berlin en 1919, qui avait notamment poussé à l'armistice signé par Guillaume II. Certains pays ont été également touchés par l'économie. La guerre fut très usante pour tous les pays, c'est notamment le cas allemand qui est le plus grave, de par toutes les réparations qu'elle doit à la suite du traité de Versailles. Il faut également reconstruire la paix, et pour cela le traité de Versailles met en place la Société des Nations, la SDN, qui est chargée de maintenir la paix. Donc celui-ci est installé à Genève, elle vise à résoudre les problèmes liés à l'application de ce traité. C'est par un système de plébiscite, consultation du peuple, donc on avait déjà que la SDN parvient à ramener un ordre pourtant fragile. Donc, dans une troisième partie, nous allons voir affronter, donc ici, cela concerne notamment l'Allemagne. Après 1919, l'Europe sort enfin de la Première Guerre mondiale à la suite du traité de Versailles. Un pays parmi eux connaît donc un sort tragique, c'est l'Allemagne. Ce pays est condamné à de fortes redevances, à de fortes dettes, et pour cela elle doit procéder à un pacte avec les États-Unis. En échange d'une partie de la production allemande, les États-Unis s'engagent à l'aider financièrement. En plus de ce pacte, l'Allemagne procède à une politique d'inflation, donc c'est une baisse de la valeur de la monnaie. La hausse de la valeur de la monnaie, c'est la déflation. Donc ainsi, entre 1919 et 1923, tous les prix sont complètement démesurés. Ainsi, le 29 octobre 1923, un œuf vaut donc 1600 millions de marks, et un kilo de beurre en vaut 112 milliards de marks. Donc, comme je l'ai précisé, imaginez le nombre de billets qu'il fallait transporter à la boulangerie pour avoir la baguette de pain, à l'épicerie si vous voulez avoir du beurre, un œuf. C'était effectivement des brouettes, c'était effectivement ça. Donc, imaginez ainsi la crise sociale, la crise économique, la famine, et c'est donc là que l'Allemagne a procédé à la fameuse politique de déflation, la hausse de la valeur de la monnaie. C'est important de retenir tout ça, notamment le cas allemand, car nous allons en avoir besoin dès le premier chapitre de Terminal. Donc si cela n'est pas suffisant, il faut également accepter la défaite. Effectivement, parce que les Allemands étaient en bonne posture à peine quelques mois avant la fin de la guerre. Si les États-Unis n'étaient pas intervenus, croyez-moi que les Allemands auraient gagné. Nombre d'Allemands n'acceptent donc pas cette défaite, encore moins ce qu'ils surnomment le dictature, donc idée de traité imposé, pif, donc de Versailles. Un homme y voilà son combat, c'est Hitler. Nombre de personnalités comme lui vont fragiliser la fameuse et nouvelle République de Weimar entre 1919 et 1933.
Hitler crée donc le parti nazi, NSDAP, et n'hésite pas à monter un coup d'État en 1933 qui l'amènera directement en prison, et c'est là qu'il écrira son livre Mein Kampf, qui deviendra important un peu plus tard. Mais ça, ce sera pour le deuxième chapitre de Terminal. Conclusion, la guerre plonge des États en crise. Des États comme l'Allemagne ou encore l'Italie qui considèrent ne pas avoir assez profité du traité de Versailles, car l'Italie faisait partie des vainqueurs, le rejettent complètement. Les espoirs de vengeance sont d'ores et déjà bâtis. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.